Eh bien, on y va. Bonsoir tout le monde. Très contente qu'on se retrouve pour passer 1 heure ensemble et avec toi, Mathilda. Encore merci d'avoir accepté de venir échanger avec nous sur ce sujet voilà, qu'on croise souvent à la fois en théorie mais aussi en pratique, nous, sur certains des contentieux qu'on porte chez Notre Affaire à tous. Donc, droit des populations autochtones. Quelles appréhensions justement par le droit? Mathilda, pour te présenter rapidement, mais n'hésite pas à compléter, tu es doctorante à Queen Mary University of London, donc au Royaume-Uni, où tu fais une thèse sur justement ce sujet de l'accaparement de terres autochtones en droit international. Et tu y as conduit plusieurs enseignements par ailleurs, notamment en droit de la responsabilité civile, plutôt dans le système juridique anglais. Et donc voilà, on va discuter de ces sujets. Donc comme d'habitude, on te laisse la parole pour une bonne demi-heure à peu près pour nous présenter un peu les grandes lignes de débat autour de ce sujet-là, les grandes notions juridiques qu'on peut avoir en tête, peut-être les résonances aussi sur des sujets qui peuvent nous concerner en France. Et puis, en tout cas, on aura évidemment après à peu près un bon quart d'heure, 20 minutes de discussion, de questions, réponses avec les personnes qui assistent à la session. Donc voilà, pour les personnes qui sont connectées, n'hésitez pas à noter vos questions au fur et à mesure et vous pourrez à la fin soit les partager dans la discussion pour que Mathilda puisse y répondre ou en tout cas vous donner des éléments de réponse ou alors vous pourrez évidemment prendre la parole aussi si vous préférez. Voilà, Mathilda, je te laisse la parole. Oui, et alors, je vais essayer déjà de partager mon écran avec vous pour... Est-ce que vous voyez bien les slides? Oui, super. Ok, trop bien. Ok, bah déjà, donc bonjour à toutes et à tous. Merci Emma et notre affaire à tous plus généralement pour l'invitation à venir parler effectivement d'un sujet dont on entend parfois parler un peu de loin. Mais souvent on ne sait pas trop en fait ce qu'on entend déjà par peuple autochtone, par, encore une fois, qu'est-ce que le droit a à voir aussi avec ces peuples autochtones. Euh, alors, comme vous voyez, il y a beaucoup de S dans les mots droit que j'ai mis dans ce titre. Donc, droit des peuples autochtones, quelles appréhensions par le droit. Et en fait, ça reflète tout l'enjeu du sujet, qui est que on est face à des personnes, des peuples dits précoloniaux, qui en fait prédatent la construction de l'État tel qu'il est construit dans le droit international moderne. Et donc ça va poser beaucoup de problèmes qu'on va explorer ensemble pendant cette heure. Donc déjà je veux m'excuser parce que j'écris depuis un clavier anglais, donc je n'ai pas accès aux accents français. Donc voilà, désolée pour ça, l'orthographe sera pas très très belle dans ces slides. Donc je voulais commencer un petit peu avec cette carte. Et peut-être que certains et certaines d'entre vous vont être un petit peu choqués parce que c'est pas forcément celle qu'on voit d'habitude, puisque on a effectivement des masses territoriales qu'on peut reconnaître, mais il n'y a pas les frontières étatiques. Et en fait, on a plutôt tous les territoires autochtones, pas tous, mais en tout cas ceux qui ont été répertoriés par les auteurs de cette carte. Et on peut voir que déjà, ça se divise pas exactement de la même manière que les frontières qu'on a l'habitude de voir. Il y a beaucoup d'entrelacements. Enfin, on peut voir que ces espèces de blocs de couleurs se superposent, que du coup, il y a peut-être un partage territorial. Et donc, on peut voir que il y a encore une fois une multitude de peuples qui vont avoir des noms différents, des coutumes différentes, des langues différentes et qui vont habiter certains territoires qui, encore une fois, ne correspondent pas aux frontières étatiques qu'on voit généralement sur ces cartes. Donc, pour prendre l'exemple, par exemple, des populations Sami, qui habitent plutôt au nord de l'Europe, elles se divisent en fait entre les territoires russes, finlandais, suédois et norvégiens. Donc, c'est ce que vous pouvez voir au centre, avec la carte du centre. Donc voilà. Donc vous pouvez déjà vous voir qu'il y a une petite tension entre, encore une fois, cette question de la terre, du territoire, la question des peuples autochtones, qui sont, encore une fois, des peuples, qui sont tous très différents les uns des autres, mais qui se réunissent un peu sous ce terme parapluie de peuples autochtones. Et ensuite, la notion d'État et donc de droit, telle qu'on l'entend généralement d'une manière positiviste. Donc, encore une fois, qu'est-ce qu'on entend par peuple autochtone? Donc là, je vous ai mis quelques exemples de peuples qui se revendiquent comme autochtones et qui sont aussi
de manière très consensuelle reconnue comme telle. Donc on va avoir les Kanaks qui est Nouvelle-Calédonie, qui est sous contrôle français actuellement. On va avoir les Samis, donc je vous ai parlé à l'instant, encore une fois entre la Russie, la Finlande, le Danemark et la Suède. On va avoir les Aïnous en Aïnou-Mosir, qui s'étendent entre le Japon et la Russie. Les Gwich'in, qui vont se partager entre les territoires canadiens et états-uniens. Les Yanomami sur les territoires amazoniens brésiliens. Les Maoris en Aotearoa, ou plutôt ce qu'on souvent voit plutôt comme appelé étant la Nouvelle-Zélande. Donc déjà, vous voyez qu'il y a une espèce de duplicité linguistique, puisque en fait, j'utilise à la fois les termes utilisés par ces populations autochtones pour désigner leur territoire, et en même temps d'autres termes qu'on va plus souvent reconnaître, encore une fois, comme étant associés à des États. Euh, donc encore une fois, qui sont les peuples autochtones? C'est une énorme question en droit et notamment en droit international, puisque je le précise, je vais adopter plutôt l'angle du droit international, parce que pour moi c'est essentiel en fait de comprendre ce régime-là. Euh, et ensuite ça vous permettra en fait d'avoir une compréhension un peu plus poussée de comment est-ce que ces sujets-là se reflètent dans les différents droits nationaux. Encore une fois, parce que pour moi, ça remet en question ce qu'on entend par la notion d'État, de droit, etc. Et aussi que beaucoup de mouvements autochtones s'organisent à ce niveau international. Donc en fait, encore une fois, la notion de droit national va avoir une importance, mais par rapport aux enjeux autochtones, elle a une position très particulière qui doit être contextualisée internationalement. Donc encore une fois, qui sont les peuples autochtones? Grosse question, aucune réponse de la part du droit international. On n'a pas de convention ou de texte qui va nous donner une définition claire, mais on a un rapport de 1981 qui a été rendu par Martinez Cobo, qui était à l'époque rapporteur spécial aux Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Et donc il a fait un énorme rapport sur les discriminations qui visaient spécifiquement ces populations autochtones, dans lesquelles il a dégagé quelques caractéristiques. Pour contexte, les questions des droits des peuples autochtones ont toujours été très présentes, encore une fois, parce qu'elles sont très liées à la construction des États. Il y a eu des revendications autochtones qui prédatent la Ligue des Nations. Enfin voilà, c'est très documenté. Mais on a eu un mouvement particulier avec la création de conventions internationales plus générales dès les années 50. Et jusqu'à maintenant, avec une déclaration très récente en 2007. Donc pour vous situer un petit peu, Martinez-Cobo et ce rapport-là, c'était un moment où on commence un petit peu à changer d'approche sur la question des droits des peuples autochtones, d'une manière qui est plus ouverte et qui est beaucoup moins répressive. Mais voilà. Donc, les fameuses caractéristiques sur les peuples autochtones. Je vous les ai un peu dégagées, d'ailleurs, désolé, hop, petit problème de formatage, tout est en un. Mais donc les quelques caractéristiques qui se dégagent de ce paragraphe et qui sont reprises de manière très générale, de manière doctrinale ou enfin au sein de l'ONU, dans beaucoup et aussi par les États, on s'appuie beaucoup sur cette définition, même si encore une fois elle n'a pas vraiment de portée juridique en tant que telle. Donc en fait on parle de populations précoloniales dont les territoires ont ensuite été occupés par des entités donc coloniales et ce sont ensuite des populations qui ont pour vocation de développer et transmettre leur territoire pour des générations futures. Donc déjà là, on sent qu'il y a une petite tension puisque déjà, qu'est-ce qu'on entend par colonialisme? Est-ce que c'est quelque chose qui est terminé, qui est dans le passé? Est-ce que c'est quelque chose qui continue? Quelle période historique exactement enfin, de quoi parle-t-on quand on parle de colonialisme? Je vais revenir sur cette question un petit peu après. Et aussi, on peut se demander, bah, en fait, si ces territoires ont été occupés, comment est-ce qu'on a encore, entre guillemets, des peuples autochtones et justement, enfin, comment est-ce qu'on va reconnaître ces populations maintenant, puisque, a priori, elles ont des territoires, puisque dans le point 2 on parle de leur territoire. Encore une fois, question qui va être abordée un peu plus tard, mais je trouve que ça reflète déjà certaines des tensions qui animent ce pan du droit. Euh, et 3, ce sont des peuples distincts qui ont pour base une identité ethnique commune, qui repose sur des pratiques culturelles, des institutions qui leur sont propres et qui ont souvent leur propre système juridique. Donc encore une fois, la question de la distinction. Donc on peut se demander, bah, distinct par rapport à quoi? Souvent, on va l'entendre au sens où ces peuples vont être distincts de la population dominante sur un territoire, donc que nous, on va entendre comme un État. Euh,
Et pour moi, cette question de la distinction culturelle, institutionnelle, et aussi de juste l'organisation d'un système finalement qui semble différent et à part de l'État avec lesquels ces personnes ont parfois partagé leurs terres, enfin partagé de manière pas forcément volontaire, ça touche à la question de l'ontologie. Donc l'ontologie, je préfère juste clarifier pour tout le monde, c'est un terme qu'on retrouve beaucoup en philosophie et en anthropologie. Et donc c'est cette question d'être au monde, et c'est le fait que on va admettre que différents groupes, différents peuples, différentes personnes vont avoir des manières d'être au monde qui vont être différentes. Euh, et dans le cadre des peuples autochtones, c'est extrêmement important puisque du coup, chaque peuple va avoir sa manière d'être au monde qui va être extrêmement distincte et qui va être distincte à la fois de ses populations dominantes, mais aussi d'autres peuples autochtones. Euh, donc c'est pas commun à tout le monde, mais il va y avoir des traces communes dans comment est-ce que ces personnes se vivent et existent qui vont souvent avoir trait, encore une fois, à l'occupation d'un territoire qui va être important pour ces personnes. Et donc, pour vous donner un exemple, on va avoir bah, le peuple Jilaro, qui va être situé en Amazonie brésilienne, qui, par exemple, va avoir beaucoup de pratiques affiliées à certaines plantes, à ce qu'on considérait comme l'environnement, par lesquelles, par exemple, ils vont communiquer dans les rêves avec certaines plantes. Si ils l'ont écrasé, ils vont demander pardon en allant se recueillir dans la forêt amazonienne pendant un certain temps. Enfin, c'est aussi là où ils vivent, mais dans certaines parties. Voilà. Et cette question d'ontologie, encore une fois, on la retrouve beaucoup dans la question des peuples autochtones, mais moi je pense qu'on peut l'étendre, puisqu'en fait on peut aussi partir du principe que, par exemple, le droit international a une ontologie propre, il y a une manière d'être des États qui vont utiliser certains vocabulaires distincts pour en fait nous faire voir le monde d'une certaine manière, avec des termes qui veulent dire certaines choses, et donc qui vont renvoyer à une forme de manière d'être au monde distincte également. Et donc ça, c'est une approche, cette question de sous toutes ces ontologies différentes qui cohabiteraient dans le monde. C'est une question qui a été très explorée, notamment par beaucoup de courants critiques latino-américains. Mais voilà, c'est très important, gardez ça en tête parce que c'est une bonne clé, je trouve, pour essayer de comprendre ces enjeux-là. Donc maintenant, on peut se demander, mais du coup, ça n'a pas l'air très pacifique, tout ça, avec ces questions de colonisation, d'occupation territoriale. Donc, quelles sont les relations entre ces fameux peuples autochtones et les États avec lesquels ces peuples vont plus ou moins cohabiter? Bah, comme vous pouvez vous en douter, ces relations sont très troublées. Donc là, j'ai mis une carte du monde telle qu'on la voit plus souvent, encore une fois avec les fameuses frontières étatiques et les drapeaux de chaque État, qui donc impliquent encore une fois une reconnaissance d'un territoire comme étant associé à un État et délimité par des frontières. Donc pour moi, il y a trois problèmes qui vont se poser quand on parle des relations entre peuples autochtones et États. Euh, la première, c'est la question du monopole étatique sur certaines formes d'organisation sociale et politique, et donc de la production de droits. Ce que je veux dire par là, c'est que, encore une fois, dans le monde du droit international, encore une fois, on a l'État qui va être souverain, et donc qui va être acteur du droit international, et à la limite, on va avoir l'individu, et toute la question des droits humains, de l'individu comme bénéficiant des droits humains, etc. Mais ça va être très binaire, finalement, comme manière de voir le monde. Et donc cette forme étatique dans le monde actuel, c'est la vision dominante de comment les populations vont parfois se vivre. Voilà. Et donc souvent, l'État, tel qu'il se définit en droit international, on va souvent retrouver trois caractéristiques qui sont elles-mêmes débattues, mais pour garder les choses simples, on va juste les énumérer. C'est l'existence d'un territoire qui va être sous le contrôle d'une structure politique et occupée par une population qui donc se retrouve sous cette structure politique. Et donc c'est ce qui donne naissance à ce concept de souveraineté étatique qui transcende en fait tout le droit international. Et encore une fois, dans ce principe de souveraineté étatique, un des éléments essentiels, c'est cette question d'intégrité territoriale. Donc c'est l'idée que l'État va avoir un contrôle territorial sur son territoire, qui encore une fois va être délimité. Et là, on peut commencer déjà un peu plus à voir pourquoi la question des peuples autochtones peut être un problème pour les États, puisque un État va souvent en fait voir cette question, ces revendications territoriales des peuples autochtones comme une forme de concurrence. Donc en fait, ils vont encore une fois avoir simplement peur de perdre un contrôle territorial ou encore de se voir un peu entrer en concurrence avec une autre forme d'organisation politique et sociale
qui, encore une fois, va être ancré territorialement, même si la conception même de territoire va varier de population en population. Et par exemple, on a beaucoup de peuples nomades, donc en fait, c'est pas du tout... euh, Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses en fait qu'on peut entendre par cette question de contrôle territorial quand on est dans des manières d'être au monde autochtones et qui va vraiment être distincts en fonction du peuple dont on parle. Donc en fait, la conséquence de ce rapport de force, puisque c'est ce qui s'est passé, hein, encore une fois, on admet qu'il y avait des populations qui ont été éradiquées par l'implantation de structures étatiques, en tout cas telles qu'on les comprend maintenant. Et donc ça se passe sur le temps long et c'est allé à travers beaucoup de siècles. Mais du coup, les conséquences souvent de ça, c'est qu'il y a eu des assimilations culturelles forcées de ces peuples. Donc ça s'est passé un peu partout dans le monde, hein. Mais il y a notamment la question des pensionnats autochtones, dont vous avez peut-être entendu parler. C'était souvent du coup des pensionnats catholiques par lesquels, et ça c'est lié à tout le mythe civilisationnel, cette question que, encore une fois, il y avait des civilisations supérieures souvent européenne et coloniale, qui du coup allait aider les populations locales, ou en tout cas les développer. Et donc c'est tout ce mouvement par lequel, c'est souvent des mouvements catholiques, mais pas que, en fait on a enfin, en fait, pris des enfants autochtones et on les a placés, eux, souvent de force, dans des pensionnats afin de leur apprendre en fait à être des citoyens d'une certaine société qui n'était pas forcément la leur et à laquelle ils n'avaient pas forcément consenti à rejoindre et souvent à un très jeune âge. Et donc ça s'est passé encore une fois au Canada, en Australie, en Nouvelle-Calédonie, Kanaki, en Guyane française aussi. Ça, c'est le dernier établissement de cette sorte a fermé en 2023, donc c'est un phénomène extrêmement récent dont on parle pas tant, en tout cas en France métropolitaine. Donc voilà, aussi pour vraiment insister que c'est des pratiques très ancrées. Et donc ça donne lieu à une forme de génocide culturel, certains l'appellent ethnocide, et aussi juste des génocides physiques, si on remonte vraiment loin dans le temps. Et on peut penser encore une fois, par exemple, à la fameuse soi-disant découverte de l'Amérique. Bah, ça, pareil, ça a mené quand même au génocide de populations autochtones. Pour certaines personnes, les génocides, d'ailleurs, c'est une condition en fait du colonialisme, puisque finalement, le colonialisme implique qu'il y ait un formatage des modes de vie des populations colonisées à celui de la population dominante qui va venir ensuite s'installer sur le territoire. Voilà, donc c'est un peu ce qui s'est produit sur plusieurs siècles pour les populations autochtones. Et maintenant, même celles qui vivent sous l'égide de certains États vont souvent se voir discriminées systémiquement. Et encore une fois, la question de la terre est très importante puisque souvent, ben, ça va être pris par l'État, enfin, qui va juste, bah, par exemple, commencer à construire des choses, à pas forcément respecter les modes de vie traditionnels ou la reconnaissance d'une forme de possession territoriale autochtone et qui va l'outrepasser puisque c'est son territoire. Et en fait, le problème, c'est que souvent, la perte de ces territoires pour ces populations-là, ça va impliquer aussi la perte de pratiques culturelles et spirituelles, et donc d'identité, puisqu'en fait, on peut pas être autochtone si on peut pas pratiquer certaines pratiques spirituelles, culturelles, la manière d'être au monde, si on peut pas l'entretenir. Et donc, finalement, cette perte de terre, elle coupe de beaucoup d'autres choses. Et elle mène, en fait, à une forme de disparition de ces peuples, quand, encore une fois, c'est pas consenti et c'est pas choisi par cette personne-là, par ces personnes-là. Donc, contexte très tendu, enfin, très triste et horrible, et qui mène à la question de finalement, bah, d'accord, mais comment est-ce que les États se préoccupent de ces questions-là? Il y a quand même un régime juridique qui existe au niveau international qui reconnaît les peuples autochtones en tant que tels. On a deux textes qui sont extrêmement importants. Donc le premier, c'est la Convention de l'Organisation internationale du travail numéro 169 sur les droits des peuples autochtones et tribaux. Elle est assez progressiste comparée à son ancêtre, qui est la Convention 107, qui, elle, avait pour but d'assimiler le peuple autochtone. Donc l'idée, c'était vraiment que ces personnes devraient juste se conformer à la manière de vivre de la population de l'État dominant. Et donc l'idée, c'était vraiment de les faire disparaître culturellement dans leur distinction culturelle, spirituelle, etc. Et donc la Convention 69 en 1989 a un peu essayé de changer ça. Euh, et on va revenir plus tard à son contenu, mais en tout cas, elle nous donne trois éléments pour comprendre qui va être autochtone, qui va faire partie d'une population, d'un peuple autochtone. L'auto-identification,
Donc, c'est-à-dire que la personne doit se revendiquer comme étant autochtone. Ensuite, il faut qu'elle soit identifiée comme telle par le peuple dont elle se revendique. Et enfin, le troisième critère prend beaucoup moins de place aujourd'hui parce qu'encore une fois, il a été trop instrumentalisé par les puissances coloniales. Mais c'est la reconnaissance externe de l'autochtonie par l'État. Et c'est tout le but de ces conventions, puisque du coup, l'idée, c'est en fait de pousser les États à reconnaître ces personnes comme étant autochtones et donc comme ayant des spécificités et ayant un droit finalement à l'autonomie. Afin qu'elle puisse exister en tant que peuple. Euh, voilà. Et ensuite, le deuxième texte très important, c'est la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, qui elle a été adoptée en 2007. Et petit point de droit international pour celles et ceux qui ne sont pas forcément familières avec ça. Une convention, donc, elle va lier les parties qui la ratifient. La convention 169, elle est assez ratifiée, mais pas tant que ça. Je crois qu'il y a une soixantaine d'États dans le monde qui l'ont ratifiée, mais par exemple, la France n'en fait pas partie, donc elle n'est pas forcément tenue à ses obligations, aux obligations prévues dans la convention. Et la déclaration, en fait, elle a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies de manière extrêmement consensuelle. Il y a eu très peu de pays qui se sont opposés, je crois qu'il y a eu seulement quelques abstentions. Et donc, en fait, il y a enfin, doctrinalement, il y a beaucoup de débats, mais il y a pas mal de personnes qui vont dire que, il y a une portée de droit coutumier de certaines dispositions de la Convention 69 et notamment de la déclaration. Euh, voilà, donc en fait, ça permettrait d'outrepasser cette question de ratification par ratification, en disant que tout le monde est soumis au respect finalement de certains droits, en tout cas, de ces peuples autochtones. Et ce qui est intéressant, encore une fois, dans la Convention 69 surtout, c'est qu'en fait, il est admis que ces peuples autochtones existent et que c'est à l'État de les reconnaître. Donc en fait, indépendamment de cette reconnaissance étatique, ces personnes existent. Et ça, c'est juste un fait que le droit doit prendre en compte. Donc encore une fois, c'est quand même une manière de s'échapper un petit peu de ce contrôle et de ce cadre étatique qui s'est un peu construit autour des peuples autochtones. J'espère que tout est clair pour l'instant, sinon n'hésitez pas à me faire un petit signe. Mais donc, dans ce contexte, on peut se demander finalement à qui appartiennent les terres autochtones. Parce que là, on a les États, on a les peuples autochtones, est-ce qu'il y a des cohabitations? Est-ce que l'indépendance autochtone existe? Donc, avant d'en venir à cette question-là spécifiquement, je vais juste vous parler un petit peu de comment ces conventions 169 et la déclaration que je vais appeler une DRIP, et comment la déclaration s'empare de cette question de la terre. Et après, je vais expliquer un petit peu plus. Mais en gros, l'idée, c'est que on reconnaît une forme de droit de propriété autochtone. C'est pas forcément satisfaisant. Parce que la question de la propriété, encore une fois, elle s'inscrit dans une manière d'être au monde très spécifique, qui va souvent s'inscrire dans un contexte plutôt néolibéral. Enfin, en fait, c'est très européen, et c'est pas du tout quelque chose qui va forcément correspondre aux manières d'être autochtones ou à la manière dont les personnes gèrent en fait la question territoriale entre elles, qui va même pas forcément être qualifiée de la même manière. Par exemple, encore une fois, il y a souvent des dimensions très spirituelles qui vont s'ancrer avec ça. Donc en fait, même le concept de terre ne va même pas forcément exister de la même manière et encore moins être divisé entre des individus, ce qui est un peu ce qui est présupposé avec le concept de propriété, en tout cas de propriété privée. Euh, et donc la Convention 169, elle a plusieurs articles qui traitent de cette question, mais ceux qui m'intéressent, c'est particulièrement l'article 13, qui va reconnaître qu'il y a une importance spéciale pour la culture et les valeurs spirituelles des peuples intéressés dans leur relation avec la Terre et qu'il y a des aspects collectifs à cette relation. Donc en fait, il faut retenir quelque chose de cet article, c'est qu'il y a une relation spéciale des peuples autochtones à la Terre qui est ancrée spirituellement et culturellement, et elle est collective. Et pour celles et ceux qui sont un peu familières avec ces questions-là, encore une fois, un des gros problèmes avec les droits humains, les droits de propriété, machin, c'est cette question de la propriété collective, puisqu'encore une fois, on est sur un modèle qui est souvent de droit individuel. Sauf qu'encore une fois, ici, on a un peuple. Donc ça, c'est encore une autre zone de conflit que je vais aborder un peu plus tard. Mais du coup, c'est déjà assez intéressant. Et ensuite, on a l'article 13, qui est encore l'article 14, qui va parler de droit de propriété et de possession sur les terres que ces personnes occupent traditionnellement. Donc là, pareil, c'est assez intéressant parce qu'un droit de possession, est-ce que c'est vraiment la même chose qu'un droit de propriété tel qu'on va l'entendre dans un droit français, par exemple? Et en fait, la déclaration... Donc déjà, on sent qu'il y a une ouverture qui dit, ok, d'accord, c'est pas exactement la même chose que certaines conceptions qu'on va avoir du droit de propriété. Et la déclaration va même plus loin, puisqu'en fait,
elle va, à son article 26, paragraphe 3, statuer que les États accordent reconnaissance et protection juridique à ces terres en respectant les coutumes, traditions et régimes fonciers des peuples autochtones. Donc là, on va même encore plus loin parce qu'encore une fois, on admet vraiment qu'il y a une forme d'organisation sociale, juridique, etc. distincte et que les États doivent la respecter. Et donc, ça implique encore une fois une vision de la terre ou de l'environnement ou qui va souvent être relationnelle, mais qui va être en tout cas très différente de comment l'État va souvent utiliser le concept de propriété. Et là, je parle dans des termes très vagues parce qu'encore une fois, ça dépend des États, etc. Mais ça, c'est l'idée de base derrière. Et aussi, il y a une reconnaissance des dépossessions systémiques dont les peuples autochtones ont fait l'objet, puisque le préambule de la déclaration admet qu'il y a eu des injustices historiques à cause, entre autres, de la colonisation et de la dépossession des peuples autochtones de leurs terres, territoires et ressources. Et l'article 26, paragraphe 1, il sous-entend que les droits fonciers des peuples autochtones peuvent s'appliquer même sur des terres que ces personnes n'occupent plus. Donc en fait, ça admet que ces personnes ont souvent été dépossédées et que potentiellement elles auraient, enfin même pas potentiellement, mais qu'en fait elles ont des droits sur des terres qui vont être occupées par d'autres personnes, puisque ces peuples autochtones en ont été dépossédés de manière illégitime ou en tout cas illégale. Parce qu'encore une fois, cette question de donc, ce qui est légitime et légal est un peu flou. Et ici, on est face à un régime qui finalement est un petit peu rétrospectif, puisqu'on a quand même tout un passé, enfin, c'est même pas forcément passé, puisque c'est encore le cas dans beaucoup de pays, mais enfin, on a un régime beaucoup plus novateur qu'avant, et donc il y a on est sur des questions extrêmement délicates. Et donc, mon deuxième point, on peut en venir à la question, encore une fois, de l'autonomie ou des autonomies des peuples autochtones. Est-ce que c'est même possible? Et à part ce droit de propriété collectif, qu'est-ce qu'il implique? Est-ce qu'il est vraiment différent de notre propriété normale, ou en tout cas qui n'est pas autochtone? Donc, je reviens encore un petit peu en arrière à toutes ces cartes que je vous montrais tout à l'heure. On dit, on va distinguer deux types de situations, et c'est très schématique, mais c'est juste pour vous faire un peu comprendre. On va avoir un peu de situations où on a une situation où ces peuples autochtones vont être sur des territoires distincts de la puissance coloniale, et ensuite on va avoir les peuples autochtones qui vont cohabiter avec des personnes qui en fait ont un peu, enfin qui maintenant sont dominantes sur leur territoire. Et c'est ce qu'on appelle le settler colonialism. J'ai pas trouvé de traduction en français, mais ça va être des États comme l'Australie, comme les États-Unis, comme la pas la Nouvelle-Calédonie, mais la Nouvelle-Zélande. Et du coup, en fait, c'est des États qui vont cohabiter avec des peuples autochtones dont ils ont des territoires desquels ils ont fait leur assise territoriale, en fait. Donc dans le premier cas, souvent les territoires qui étaient distincts territorialement de la puissance impériale, dans les années 70, l'ONU a eu tout un mouvement de décolonisation et souvent ces territoires-là ont été vus comme des territoires à décoloniser. Donc il y a deux types de doctrines qui s'occupaient de ça. Je ne vais pas forcément entrer dans les détails, mais vous pouvez me poser des questions dessus si ça vous intéresse. Mais en tout cas, c'est prévu par la Charte des Nations Unies. Et donc, il y a une liste officielle de ces territoires. Et par exemple, la Nouvelle-Calédonie-Kennedy, elle en fait partie. Et donc, la France a des obligations internationales de décolonisation de la Kanaki Nouvelle-Calédonie, qui sont maintenant constitutionnelles, puisqu'elle les a intégrées à sa constitution. Et il y a tout ce processus qui est en cours. Euh, Dans le cas, et en fait ça s'appuie sur ce qu'on appelle le droit à l'autodétermination des peuples, qui est un droit qui est prévu par cette Charte des Nations Unies, qui est extrêmement compliqué. Donc je vais vraiment essayer d'être très clair dessus. Mais en gros, c'est en s'appuyant sur ce droit que ces territoires ont réussi à demander leur indépendance. Euh, le problème, dans notre cas, c'est que les bénéficiaires, c'est les peuples colonisés. Donc en fait, c'est pas forcément très clair ce que l'ONU entend par colonialisme et par peuple colonisé. Et en fait, quand on l'applique aux questions des peuples autochtones, on a certains peuples autochtones qui techniquement peuvent faire l'objet de ce régime et être un peuple colonisé. Mais le problème, c'est que souvent, en fait, ils partagent déjà leur territoire avec des personnes qui sont venues après, entre guillemets. Et même, par exemple, si on prend l'exemple encore une fois de la Kanaki Nouvelle-Calédonie, en fait, les populations d'origine, bah, en fait, il y a eu tellement de groupes de, 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 de changements politiques qu'en fait les Kanaks finalement sont maintenant l'entremêlement de beaucoup de communautés qui avant vivaient sur l'île et en fait c'est le résultat de tous ces changements-là. Et en fait par exemple la France elle donne un droit à l'autodétermination au peuple de Nouvelle-Calédonie, sachant que la Nouvelle-Calédonie est maintenant aussi
englobe les personnes qui vivent sur ce territoire. Donc on a des questions assez délicates et donc par exemple c'est pas que les Kanaks, ça va être des personnes qui encore une fois habitaient là avant l'accord de Nouméa dans les années 90. Donc c'est très délicat puisque finalement il n'y a pas vraiment de droit de détermination au peuple autochtone en tant que tel, mais plutôt à l'ensemble du territoire qu'ils occupent et donc souvent ils sont la majorité et c'est le cas par exemple aussi de Kalalit Nunak. Donc ça c'est je sais plus le terme en français, c'est le Greenland. Mais voilà, donc ça c'est par exemple le cas de ce territoire-là aussi, où pareil, il y a un droit à l'autodétermination qui a été conféré par l'ONU. Et en fait, finalement, techniquement, ils sont indépendants, enfin semi-indépendants, mais la population est majoritairement autochtone, mais c'est pas eux en tant que tels qui ont ce droit. Donc pareil, ça pose plein de questions de gouvernance. Euh, et ensuite, dans le cas plutôt du coup des personnes, des peuples autochtones qui vont cohabiter finalement avec les personnes qui sont un peu venues les coloniser, on se retrouve plutôt dans une position où le droit à l'autodétermination du coup ne va pas forcément donner lieu à une forme d'indépendance, parce qu'en fait souvent les remèdes de la violation de ce droit à l'autodétermination, c'est soit l'indépendance de l'État, soit ça va être le choix de rejoindre un autre État ou une autre forme d'organisation politique, ou de s'organiser politiquement d'une autre manière. Et cette dernière option, elle est très ouverte, c'est pas très clair ce qu'on entend par ça. Il y a beaucoup de débats autour de ce que ça veut dire, de si c'est possible. Euh, et voilà, donc on se retrouve un peu dans cette situation-là. Sauf qu'encore une fois, on se retrouve avec cette deuxième situation de cohabitation. Et donc, vous pouvez vous demander comment est-ce que ce droit à d'autodétermination s'applique, sachant qu'il n'est pas seulement prévu dans la Charte des Nations Unies, mais aussi dans les pactes sur les droits civils et politiques, enfin sur les deux pactes en tout cas, qui sont deux des principales conventions internationales de droits humains. Et c'est prévu pour tous les peuples. Donc en fait, normalement, ça s'étend au-delà des peuples colonisés, qui encore une fois une interprétation très restrictive en droit international. Et donc ça a donné lieu à ce qu'on appelle un droit à l'autodétermination interne, qui est aussi prévu par la fameuse déclaration de 2007, qui dit, voilà, les peuples autochtones ont le droit à l'autodétermination. Et après, en fait, ils donnent des exemples de ce que c'est et ils disent ils ont le droit à l'autonomie et le droit à la représentation politique. Euh, et du coup, ça, ce serait au sein de l'État. Donc en fait, on distinguerait deux types d'autodétermination, celle qui est externe, donc par exemple les Kanaks, ou en tout cas les personnes vivant en Nouvelle-Calédonie au moment où l'accord de Nouméa a été passé, qui auraient un droit de choisir leur futur politique, et donc l'indépendance ou pas, et ça se fait souvent par référendum mais pas que. Et ensuite, une forme de droit à l'autodétermination interne qui permettrait également d'appliquer l'autodétermination à des peuples qui, en fait, vivent toujours avec leurs colons, entre guillemets, et qui sont maintenant aussi parfois complètement mêlés aux populations étatiques, parce que des fois on a des stéréotypes quand on pense aux peuples autochtones, mais en fait, enfin, pareil, les modes de vie traditionnels, ça s'exprime pas du tout, souvent comme c'est présenté dans des imaginaires qui sont souvent hérités du colonialisme. Donc voilà, c'est beaucoup plus compliqué que juste se dire que c'est des personnes très isolées qui vont vraiment vivre en autonomie. En fait, enfin, beaucoup de fois, c'est pas forcément ça. Et ça dépend vraiment des situations locales et de la relation avec l'État. Donc, par exemple, aux États-Unis, il y a eu tout un système de réserve qui a été mis en place, mais il y a beaucoup de personnes autochtones qui vont pas forcément vivre sur des réserves. Euh, donc voilà, il y a toute cette question-là, ce qui va ensuite poser d'autres questions sur la perte de l'identité autochtone, mais ça, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, pour revenir à l'autodétermination interne, donc c'est la question de la représentation politique. Donc l'idée qu'un peuple autochtone devrait être représenté politiquement au sein de l'État. Encore une fois, en Nouvelle-Zélande, par exemple, à Oretera, en fait, on va avoir des parlementaires maoris. Donc ça, c'est un exemple de mise en place de cette représentation politique. Les Samis vont avoir des parlements, donc encore une fois, leurs propres institutions au sein notamment, je crois que c'était en Norvège où non, en Finlande où c'est le plus développé, et en Suède et Norvège, c'est encore un petit peu embryonnaires, mais en tout cas ils existent. Et ensuite le versant interne, qui est la question de l'autogestion, donc de l'autonomie en fait. Et là c'est le fait que ces peuples autochtones puissent s'organiser de manière autogérée. Et encore une fois, ça pose la question du contrôle territorial et ça renvoie à tout ce que je vous disais sur la question du droit de propriété collectif. Parce qu'en fait, finalement, c'est une manière pour ces peuples autochtones de s'assurer une forme ouais, j'aime pas ce terme de contrôle, mais de contrôle territorial
sur lequel l'État ne devrait pas forcément empiéter. Euh, mais là, encore une fois, on se retrouve face à une autre question qui est est-ce que ces personnes ont même les moyens de survivre quand elles obtiennent ce contrôle territorial, si elles l'obtiennent, parce que c'est tellement politique que c'est très difficile. Par exemple, les zapatistes dans le contexte mexicain, ben, en fait, ça a été gagné seulement par une lutte armée. Donc, on se rend compte que c'est quand même des questions extrêmement conflictuelles, et encore une fois, les États sont pas du tout ouverts à ces questions-là, souvent. Mais voilà, en tout cas, même quand il y a une forme de reconnaissance des droits de propriété, comme au Brésil, où c'est beaucoup plus ouvert, il y a plein de processus administratifs pour la reconnaissance des terres autochtones, est-ce que ces personnes ont vraiment les conditions de survivre? Puisque souvent, c'est des manières d'être au monde qui vont encore une fois appliquer une approche plutôt relationnelle à l'environnement direct. Et parfois l'utilisation de certaines plantes, etc. Sauf que dans un contexte néolibéral et aussi avec toute la mise en place des échanges transnationaux de biens, les questions de déforestation massive, etc., de dérèglement climatique, ben, en fait, même les choses qui vont assurer les conditions de subsistance de ces communautés, ben, ça peut plus forcément être assuré. Et encore une fois, par exemple, au Brésil, un des gros problèmes, c'est qu'il y a il y a beaucoup d'espèces en fait qui étaient natives au Brésil qui disparaissent parce que beaucoup de personnes vont plutôt s'appuyer sur des exportations, enfin sur des importations sur mon point de vue. Et du coup, ces peuples-là vont avoir du mal à même assurer leurs conditions de vie selon leurs propres pratiques. Voilà. Et pour conclure, parce que je j'ai pas envie d'insister trop sur le temps, et il me semble qu'on arrive à la fin de 35 minutes, il y a quand même une reconnaissance juridique progressive des autonomies autochtones. Ça se fait souvent au niveau interne, ça se fait souvent au plan constitutionnel, mais pas que. Et encore une fois, il y a beaucoup de constitutions qui admettent tout à fait l'existence des peuples autochtones et leurs droits. On pourrait établir un spectre en disant que par exemple la Bolivie carrément un État plurinational et reconnaît clairement qu'il y a beaucoup de différents peuples qui l'occupent et d'autres États comme la France où enfin, c'est un peu dit mais du bout des lèvres et on va pas ratifier les conventions, ça va quand même pas être aussi intégré que ça, même si on a quand même des questions de droit coutumier qui sont intégrées au droit et d'autres États qui carrément n'en parlent même pas comme le Myanmar. Euh, mais il y a quand même une reconnaissance, et au niveau international, ça se fait notamment par le biais de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, donc plutôt liée à une convention euh, qui est la Convention américaine de protection des droits de l'homme, et la Cour africaine aussi des droits de l'homme et des peuples, qui sont assez actives sur ces questions-là. Et la Cour interaméricaine a été celle qui justement a promu cette vision du droit de propriété comme étant complètement ancrée dans les manières d'être autochtones et les organisations autochtones, plutôt qu'une projection de la compréhension étatique du droit de propriété sur les terres autochtones. Et les comités onusiens sont aussi très efficaces sur ces questions-là. Il y a beaucoup de plaintes qui sont faites, notamment par les Samis, par exemple, auprès du comité des droits de l'homme. Et là, enfin, en fait, ils sont associés à plein de conventions différentes euh, contre la discrimination contre les femmes, les droits des enfants, les droits des personnes handicapées. Donc voilà, c'est très varié, mais en fait, il y a toute une toile de comités onusiens qui commencent à avoir des espèces de décisions, donc avec plus ou moins de portée normative, mais quand même, et qui reconnaissent justement cette autonomie autochtone. Et ça pose finalement la question de la souveraineté autochtone, qui est quand même revendiquée par beaucoup de nations autochtones. Encore une fois, par exemple, les Haudenosaunee, que souvent on connaît sous le nom d'Iroquois, qui partagent des territoires entre le Canada et les États-Unis, revendiquent toujours leur souveraineté en fait sur leurs terres. Pareil pour ce qu'on appelle les aborigènes d'Australie, qui sont en réalité une diversité de peuples qui en fait ont leur propre réseau diplomatique et qui cohabitent sur un territoire que maintenant on appelle l'Australie. Mais voilà, et donc ça pose quand même des questions sur d'un côté, une intégration des peuples autochtones qui est un peu moins nocive à leur manière d'être, et en même temps qui est aussi pas forcément si déconnectée que ça des réalités actuelles, encore une fois. Et de l'autre côté, quand même, un gros problème sur la question de la souveraineté et de l'existence en tant que peuple autochtone. Euh, voilà. Je crois que j'arrive à 40 minutes, mais voilà, merci pour votre attention. J'espère que ça a été intéressant et que vous avez appris quelque chose. Voilà, je suis très heureuse de répondre à vos questions si vous en avez. Et voilà, j'espère que c'était clair pour tout le monde. Merci beaucoup, Mathilda. C'est hyper intéressant. Je pense que ça pose bien les lignes pour nous donner voilà, un peu les grandes références en la matière, mais aussi des réflexions
plus global. Et donc, moi, il y a plein de sujets que j'aimerais aborder, et notamment les liens un peu entre ces sujets-là et justement les sujets de crise environnementale, crise climatique, etc. On a déjà une première question dans la discussion, donc voilà, n'hésitez pas à soit les rajouter à la discussion, et sinon on pourra voilà, vous pourrez ouvrir vos micros. Je vais d'abord lire celle d'Adrien, et ensuite je vous donnerai la parole. Alors, il y a que vos initiales dans votre nom. Mais comme la question d'Adrien est arrivée avant, donc il parle d'un accord apparemment donc accordé par le gouvernement australien en 1976 qui reconnaissait au peuple aborigène des terres initiales, et donc voilà, qui leur reconnaissait des terres, et donc notamment des droits fonciers sur leurs terres, etc. Je sais que ça a été également, il me semble, reconnu à la communauté des Samis que tu mentionnais par la Cour suprême de Suède il y a quelques années. Est-ce que effectivement enfin bon, alors du coup là c'est encore plus vieux pour les aborigènes d'Australie. Est-ce que tu as déjà voilà, vu dans tes recherches un peu des éléments sur l'effectivité de ces reconnaissances de terres? Est-ce que ça permet vraiment de protéger à la fois les terres, mais aussi les communautés autochtones en ce qu'elles ont enfin, à la fois elles, leurs droits fondamentaux, etc., mais aussi leur histoire, leur culture, donc c'est les aspects que tu mentionnais. Voilà, est-ce qu'on a des éléments un peu sur l'effectivité de ces reconnaissances de terres? Ouais, alors déjà pour justement les questions des peuples aborigènes en Australie, il me semble qu'il y avait un référendum aussi il y a quelques années justement sur la reconnaissance constitutionnelle de ces peuples qui, il me semble, a été avorté. Désolée, je fais beaucoup d'anglicisme parce que ça fait assez longtemps que en fait, je n'ai jamais vraiment parlé de ce sujet en français. Donc excusez les anglicismes. Mais voilà, donc déjà il y a ça, donc on sent qu'il y a quand même une résistance à ces questions-là, même s'il y a de plus en plus d'ouverture et que notamment il y a le Aboriginal Land Rights Act de 1976. Euh, en fait, on se retrouve quand même toujours aux mêmes questions parce que, en fait, même si on reconnaît les questions foncières, encore une fois, entre les changements des modes de vie de populations qui ont été assimilées, et encore une fois, en Australie, ça a été un des pays justement les plus touchés par ces questions d'assimilation culturelle. Donc, en fait, on a beaucoup de générations déjà qui vont être soit complètement déconnectées de leurs propres pratiques culturelles et spirituelles, et on a le même phénomène qui se passe au Canada, par exemple, sur en Guyane française. Où on va avoir beaucoup de personnes qui vont plus trop savoir où ils en sont en termes d'identité, qui vont avoir perdu en fait une transmission générationnelle qui était tellement importante et qui est presque trop difficile à retrouver. Donc déjà, ces communautés ont été extrêmement affectées par ces pratiques. Et pour celles qui, en tout cas, quand même se reconstruisent, ou en tout cas qui ont quand même préservé une certaine forme d'autonomie dans qui elles sont et dans leur identité culturelle, bah oui, du coup, les droits fonciers, c'est quand même une énorme avancée. Mais pareil, après, il y a les questions administratives, souvent qui entrent en jeu. La question australienne, moi, je la connais un petit peu moins. Euh, mais pour moi, il y aurait aussi, pareil, les mêmes questions que ce que je disais tout à l'heure sur la question aussi de... En fait, il y a la reconnaissance juridique et après, il y a le contexte politique, social, économique et en fait, les moyens de subsistance pour ces personnes. Et du coup, souvent, ça, c'est très disrupté. Et encore une fois, quand on voit ce qui se passe en Australie, par exemple, avec les feux de forêt, enfin, en fait, c'est horrible. Enfin, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Et est-ce que vraiment avoir cette reconnaissance foncière, c'est même suffisant? Et pour moi, c'est tout le problème justement de cette question, c'est qu'il y a la reconnaissance foncière. Et en fait, c'est quelque chose qui peut-être aurait dû arriver un peu avant, parce que maintenant, juste, on est aussi, ils sont tellement affectés par la manière dont l'État va gérer l'entièreté du territoire australien, par exemple, par les pratiques agricoles, par la monoculture. Donc en fait, toutes ces questions-là vont aussi se représenter ensuite sur ces personnes-là. Voilà, donc je sais que c'est un peu une réponse vague et générale, mais c'est des enjeux qui sont là, quoi. Euh, et encore une fois, il y a beaucoup de problèmes au niveau de l'auto-identification comme autochtone. Et même s'il y a beaucoup de mesures qui sont mises en place pour, par exemple, donner des bourses, faire en sorte que bah, des jeunes autochtones puissent, par exemple, accéder à l'université si c'est compliqué financièrement, bah, en fait, il y a aussi des fois des abus de ce mécanisme. Enfin voilà, du coup, c'est une situation qui est très difficile à gérer. Voilà, donc j'espère que j'ai un peu, un peu répondu à la question. Pardon, je te remute. Merci. Oui, c'est de ce qu'on comprend. Effectivement, la question foncière est un des aspects de ces sujets-là.
mais qui sont du coup voilà, avec plein d'autres aspects à prendre en compte aussi. On a une question du coup avec une main levée, si vous souhaitez voilà, ouvrir votre micro et poser une question ou une réflexion. J'ai pas votre prénom, pardon, c'est les initiales SG. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Donc en fait, je voulais savoir par rapport à ces histoires, on en est au XXIe siècle, c'est quand même scandaleux, après tant 6000 ans d'histoire, de se retrouver au stade où on est encore au droit féodal. Ça s'appelle un droit féodal quand on est un droit privé et que c'est la situation du droit privé qui l'emporte sur toute autre considération. Vous avez parlé de droit collectif, et les peuples autochtones se sont fait déposséder leurs terres par colonisation, qui est un scénario qui se répète tout le temps, parce qu'on n'arrive pas à basculer d'un droit féodal à un droit qui tienne en compte la propriété collective. Ça paraît tout basique comme ça, mais le basique n'a jamais été fait. Donc après, à partir de là, comme on ne va pas évoluer dans le narratif historique, on va être toujours piégé aux mêmes conditions du narratif historique, parce qu'on n'a pas dépassé le niveau. Là, je Hmm. viens d'apprendre qu'effectivement, par exemple, l'extrême droite s'est ralliée et a fait la loi Omnibus en 2025, qui va porter atteinte au droit de l'environnement, hein, la droit de vigilance des entreprises, qui permet au peuple autochtone tout justement de porter plainte contre les multinationales. Et vous avez des affaires absolument scandaleuses, hein, comme le delta du Niger avec Ken Saro-Wiwa et les peuples Ogoni contre Total, ou encore vous avez l'affaire qui s'est jouée également en Amazonie, en Équateur, par rapport à Steven Dosinger et jusqu'à 200 ennemis qui se sont rassemblés pour pouvoir porter plainte contre Chevron, des affaires qui ont duré 30 ans, où il n'y a eu même pas de sanctions hein, contre les multinationales. Et effectivement, on en est encore au stade, j'ai envie de dire, c'est une croix et une bannière. Hein. C'est vraiment une croix et une bannière. Et on n'a pas levé la croix, on est encore au supplice. Hmm. Donc, quand c'est que tous ces sacrifices qui ont un cours, là, vont porter enfin un petit peu de fruits, quoi. Et pour rebondir sur Positif. cette question-là, c'est vrai que nous, enfin, ça nous intéresse beaucoup aussi ces sujets de, en fait, comment est-ce que ces droits qui sont plus ou moins reconnus, etc., ils peuvent être en fait soulevés. Enfin, les communautés en question peuvent vraiment demander leur protection. Nous, on a notamment, côté notre affaire à tous, un contentieux contre Casino qui aborde ces questions, qui est porté. En fait, on a des associations de communautés autochtones qui sont représentées, co-requérantes à nos côtés sur des questions notamment de accaparement des terres et de participation à la déforestation. Et donc un peu voilà cette question, quand on voit des gros contentieux effectivement où il y a eu une grosse mobilisation des communautés impactées, est-ce qu'on a des exemples peut-être de décisions ou, voilà, qui auraient été plus positifs, où il y a eu des victoires en faveur des droits des populations autochtones, ou alors est-ce qu'aujourd'hui, l'effectivité de ces droits, elle est, comme vous disiez, très, très embryonnaire, voire en régression. Voilà, je ne sais pas si tu as une lecture un peu sur ces dynamiques. Mm. Il n'y a jamais d'élévation dans l'humanité, on est obligé toujours de régresser, de tomber. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Le mot progrès, c'est déjà inutile, on peut l'enlever et radier du dictionnaire. Non, mais il faut plus Mm. sourire là. Hein. Franchement, il faut vraiment se mettre en colère et s'agacer jusqu'à ce qu'en fait, il y a un réel progrès. Oui, oui, bah après, bon, si, là, si je commence à plus sourire dès que j'en parle pour 3 4 ans de thèse, ça va être compliqué. Mais oui, non, enfin, c'est complètement dramatique. Après, pour la question des victoires, bah, il y en a, mais encore une fois, ça dépend vraiment des contextes nationaux, parce que moi, la dynamique que j'observe déjà, c'est que, et celle que je suis en train d'essayer de mobiliser un petit peu dans mon sujet de thèse qui porte justement sur les questions des stratégies juridiques et politiques autochtones et l'utilisation justement de ces fameuses conventions un peu dans les luttes autochtones. Est-ce que c'est vraiment utile ou pas? Est-ce que ça marche? Parce que tout le monde parle de l'ineffectivité du droit international, mais encore une fois, en fait, toutes les conventions que je vous ai présentées, c'est les résultats d'années et d'années de travail et de mobilisation, et notamment au niveau onusien, ce qui est quand même assez intéressant, parce qu'encore une fois, c'est souvent quelque chose qui est vu comme inefficace, comme insuffisant,
Mais en fait, c'est une plateforme qui est hyper importante pour les coordinations internationales autochtones et justement sur les questions foncières, et notamment parce que ces dynamiques de dépossession sont transnationales. Et donc, par exemple, quand encore une fois on parle par exemple de ce qui s'est passé justement avec Stéphane Donziger dans l'affaire Texaco Chevron dont vous parliez, pareil, c'était une compagnie transnationale, enfin une compagnie canadienne slash états-unienne qui était venue forer des puits de pétrole dans la forêt amazonienne et que ça s'était fait complètement sans consultation ni même enfin aucune précaution prise pour les communautés qui vivaient là et dont c'était le territoire et ça finit par les empoisonner et c'était une affaire dramatique qui malheureusement s'est répétée dans plusieurs autres scénarios. Mais donc quand même il y a cette mobilisation de ces textes internationaux. Dans des pays comme le Brésil justement c'est assez efficace. Bien sûr c'est sujet à des changements politiques. Donc, par exemple, on va avoir, parce que c'est constitutionnel au Brésil, il y a une reconnaissance justement des droits des peuples autochtones, il y a un acte aussi qui existe justement sur les questions foncières. Il y a la FUNAI, qui est un organisme qui est administratif chargé de la reconnaissance et du titrage des terres autochtones. Donc, c'est un processus qui est long, qui prend du temps, mais qui est en place. Après, là, par exemple, pour vous parler du Brésil, il y avait quand même plusieurs problèmes. Le premier, c'est qu'il y a les lobbies agro-industriels qui sont très puissants et qui sans cesse essayent d'attaquer justement ces droits-là. Parce qu'encore une fois, la terre, c'est politique et la terre, il y a beaucoup de compétition pour, euh, pour sa possession, son exploitation, et c'est souvent pas à des fins pacifistes ou de protection environnementale, même si ça existe. Donc voilà, en fait, ils se font juste toujours complètement attaquer par ces lobbies-là. Ça a donné lieu à l'affaire du Marco Temporal en 2021, par lequel la Cour suprême a encore dû statuer sur le fait que, en fait, on pouvait pas nier les droits de propriété aux fonciers autochtones juste parce qu'ils avaient été reconnus constitutionnellement assez tard, parce que les lobbies agro-industriels en fait argumentaient qu'avant la Constitution ne parlait pas des droits des peuples autochtones, donc qu'avant 1981 il n'y avait pas de droits fonciers, et donc que les territoires qui n'étaient pas occupés par ces populations-là, souvent parce qu'elles avaient été dépossédées avant 1981, en fait, ne devaient pas être comptés, en fait, dans ces processus de reconnaissance des droits fonciers. Donc ça, c'est un exemple, par exemple, d'une grande victoire. Et bien sûr, c'est toujours sous la menace, mais là, ils ont quand même une ministre des Affaires autochtones, ce qui est quand même énorme d'avoir un ministère dédié aux affaires autochtones. C'est pas forcément suffisant. Si on regarde, par exemple, ce qui s'est passé à la COP, il y a eu des peuples autochtones, justement, qui se sont introduits dans la COP, soi-disant illégalement. Enfin, en fait, ils n'avaient pas de badge, mais justement, ils étaient venus et en fait, en fait ils disaient, bah, on peut enfin rencontrer nos accapareurs, quoi. Ils sont tous réunis, réunis là. Donc voilà, donc il y a quand même beaucoup de tensions. Et encore une fois, c'est des peuples différents, donc les intérêts sont pas forcément convergents. Il faut faire très attention aussi quand on parle de protection environnementale, de pas toujours euh, le superposer aux questions des droits fonciers autochtones. Encore une fois, il y a beaucoup de manières d'être autochtones qui techniquement vont plutôt en faveur de quelque chose qui est quand même beaucoup moins nocif pour l'environnement, mais ce sont des personnes qui vivent dans le même monde que nous, hein. Et par exemple, je parlais à un représentant d'un peuple autochtone en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et il disait, bah, en fait, nous, on est obligé de vendre certaines de nos terres parce qu'on a besoin d'argent, parce qu'en fait, on peut juste plus survivre, quoi. Et donc c'est aussi une réalité. Donc en fait, octroyer des droits fonciers, c'est aussi octroyer le droit de les abandonner. Donc encore une fois, on est vraiment aussi piégé dans des dynamiques beaucoup plus grandes dont tout le monde souffre. Euh, donc voilà. Et après, sur des exemples positifs, ouais, encore une fois, il y a quand même, enfin, il y a quand même des peuples comme les Samis, comme au Brésil, où en fait, ou en Bolivie, où c'est très institutionnalisé, il y a beaucoup d'accès institutionnels, donc les accès à la justice sont souvent facilités, comme c'est le cas dans le contentieux que vous portez, ben, en fait, c'est des peuples qui peuvent effectivement se porter partie, enfin, il y a tous des systèmes qui se mettent en place. Pareil, les Mapuches, au Chili, il y a une autonomie de plus en plus grande qui est donnée à leur propre régime juridique, il y a beaucoup de luttes armées aussi qui ont eu lieu, et d'actes qualifiés de terroristes. Donc, et par exemple, les apatistes au Mexique, bah, eux, en vrai, leur autonomie, elle se fait quand même plutôt bien. Ils sont quand même sous le coup des narcotrafiquants. Donc ça, c'est un autre problème. Mais techniquement, ça tient le coup. Et il y a quand même beaucoup de solidarité internationale. Il y a des réseaux diplomatiques qui se mettent en place. Donc, enfin, il y a quand même des victoires. Après, effectivement, les problèmes sont tellement grands que c'est facile de se faire englober par ça. Mais il y a de plus en plus de législation qui est faite là-dessus. Après, est-ce que le droit est la réponse? C'est notre question. Mais voilà, ouais, Ina, désolée. Non, non, Vas-y. t'inquiète. Sur la question de justement de l'accès au juge, l'accès au droit que tu mentionnais à l'instant, on a une question de Léa justement dans la discussion qui demande si le droit de propriété collectif,
qui est dans certaines situations reconnues aux peuples autochtones, pardon, rend parfois plus difficile, enfin, est-ce qu'il rend plus difficile l'accès aux juges dans le cadre de procès, notamment ben, sur voilà, des questions d'indemnisation, par exemple, ou alors est-ce qu'au contraire, ça permet des indemnisations pour la communauté, puisqu'il y a cette reconnaissance du peuple en tant que peuple? Enfin voilà, est-ce que tu as des éléments là-dessus? Ouais, complètement, c'est très pertinent comme question. Alors, ça dépend encore une fois du niveau auquel on parle. Niveau national, ça dépend complètement de la juridiction et encore une fois des dispositions constitutionnelles, etc., de comment même l'intérêt à agir est formé. Au niveau international, donc encore une fois, on a des cours différentes suivant différentes conventions de protection des droits humains. Encore une fois, par exemple, la Cour interaméricaine des droits de l'homme, aucun souci, puisque c'est très reconnu, y a pas trop de ce problème-là. Au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples aussi, je crois que l'intérêt à agir n'est pas forcément un problème. Par contre, c'est un gros problème devant justement le fameux comité des droits de l'homme qui est associé du coup au pacte, à un des deux pactes que je mentionnais tout à l'heure, parce que le deuxième organisme, lui, s'est beaucoup moins prononcé sur cette question-là. Mais du coup, ce fameux comité des droits de l'homme a été en fait très réservé sur cette question des droits collectifs parce que il reconnaît justement le droit à l'autodétermination des peuples à son article premier. Et donc, en fait, ils avaient peur que s'ils reconnaissaient un intérêt à agir collectif pour ce peuple, en fait, ils reconnaissaient les peuples autochtones comme des peuples au nom de l'article 1 et du droit à l'autodétermination, et donc que ça leur conférait ce droit à l'autodétermination. Et pour toutes les raisons dont j'ai parlé tout à l'heure sur la question de dépendance, de contrôle territorial, en fait, ils voulaient pas se mettre en porte-à-faux avec les États. Et donc, en fait, dans certaines communications qui visent seulement les États entre eux, en fait, ils ont pas de souci à reconnaître ça, mais dans ce qu'on appelle un mécanisme de plainte individuelle, c'est beaucoup plus compliqué et ça bloque toujours. Et du coup, là, ils ont un peu un entre-deux, pas très satisfaisant, où techniquement ils s'ouvrent un petit peu plus à la question, mais il faut toujours un représentant. Et en fait, même la question de la représentation, c'est pas clair. Enfin bref, voilà. Donc ça, c'est beaucoup de problèmes procéduraux. Mais donc voilà, ça dépend des arènes. Mais en tout cas, au niveau international, on assiste plutôt à une ouverture même de systèmes qui étaient plutôt fermés à cette question-là. Ok. Super intéressant, merci. On a deux dernières questions peut-être pour les personnes qui ont le temps de dépasser de 5 ou 10 minutes. Et pour information, Adrien, la session est enregistrée et sera postée sur YouTube ensuite. Donc, vous aurez accès aux slides aussi qui ont été présentés par Mathilda. Les deux dernières questions, je te lis les deux, comme ça tu vois un peu voilà, les éléments qui te viennent en tête. Une question de Justine sur la question des générations futures et la volonté de justement bah, transmettre ces territoires et potentiellement bah, du coup les dynamiques plutôt culturelles aussi aux générations futures. Est-ce que c'est une transmission ou cet aspect des générations futures qui est prévu ou protégé dans certains textes dans le cadre voilà, de ces thématiques? Et une question de Nadia. Donc je la lis, est-ce que tu as travaillé sur les problématiques liées aux concessions territoriales accordées à des entreprises internationales qui auraient notamment des impacts sur les droits des populations autochtones? Et donc, dans le cas où, du coup, notamment ces entreprises internationales pourraient être attaquées, par exemple, sur les fondements de devoir de vigilance, ce qu'on fait, en fait, par exemple, pour le cas de Casino, alors via des activités que l'entreprise avait avec des filiales, donc pas directement des concessions accordées à Casino, mais dans la chaîne de valeur. Enfin, voilà. Est-ce que sur ces deux éléments-là, qui seront nos dernières questions, tu as des éléments à nous partager? Alors sur la question de la transmission du territoire aux générations futures, encore une fois, c'est une caractéristique commune. Donc il y a certains peuples qui vont plus ou moins l'avoir dans leur pratique, d'autres moins. Mais en fait, c'est souvent plutôt un esprit ou une manière de faire, et ça, c'est ce qui transparaît. Encore une fois, c'est pour ça que j'insistais beaucoup sur la question des ontologies, parce que même les mots qu'on utilise comme transmission intergénérationnelle, encore une fois, c'est en français. C'est une compréhension que nous, on a de ce que ça veut dire qu'une génération, d'un lien entre deux générations. Et en fait, ça, c'est tellement différent suivant les populations dont on va parler, que c'est très compliqué de répondre. Mais alors, est-ce que cette transmission est prévue ou protégée dans les textes? Alors, en fait, ça va dépendre. Donc, souvent, les traditions autochtones, elles vont être plutôt orales. Et justement, c'est aussi un des problèmes, même dans tout ce qui est
système juridique, essayer de prouver les titres de propriété. Par exemple, les Samis en Suède, ils ont eu beaucoup de problèmes parce qu'en fait, il fallait qu'ils prouvent leur occupation ancestrale de la terre. Mais encore une fois, comme c'est quelque chose qui est transmis oralement et qui se fait juste par la pratique, enfin pas juste parce que je veux pas réduire la pratique à moins que l'écrit, mais du coup il y a quand même une espèce de hiérarchisation, souvent un système étatique de l'écrit qui va primer sur l'oralité, et du coup ça va jouer en défaveur des peuples autochtones. Et ensuite, au niveau des textes, bah oui, enfin, c'est mentionné en tout cas dans les conventions que j'ai citées. Au niveau national, ça dépend vraiment des États. Et au niveau du droit international, il y a le principe d'équité intergénérationnelle aussi, qui peut être mobilisé plutôt en faveur de ça. Il y a aussi toute la question des droits des générations futures, qui peut tout à fait aller dans le sens dans ce même sens-là. Voilà. Et encore une fois, en fait, aussi c'est très difficile de répondre parce que même les coutumes, les pratiques, les volontés politiques de chaque population changent tout le temps. C'est des peuples, enfin, qui sont en mouvement, qui interagissent entre elles et eux et avec aussi les populations dominantes. Donc en fait, ça dépend vraiment. Donc je suis désolée de pas avoir de réponse plus précise et j'avoue que j'ai pas d'exemple précis en tête. Et ensuite, pour la question des concessions, concession territoriale accordée aux entreprises nationales. Alors oui, en gros, souvent, un des problèmes, encore une fois, c'est encore une fois cette fameuse structure étatique nationale qui ne va pas, soit qui va complètement ignorer la question des peuples autochtones et même pas les reconnaître comme tels. Ça, c'est beaucoup de problèmes enfin, la cour, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, justement, a beaucoup de mal avec ça, et c'est pour ça qu'il y a moins de contentieux aussi, parce qu'il y a un manque, il y a complètement pas beaucoup de reconnaissance des peuples autochtones dans beaucoup d'États africains. Et ça, c'est aussi lié justement à ce fameux, enfin, au panafricanisme, à tout ce qui est autour de la colonisation, une certaine interprétation de la colonisation qui est aussi interprétée comme, en fait, toutes les personnes vivant sur le continent africain sont autochtones. Enfin, il y a beaucoup de débats autour de ça, mais il y a des peuples autochtones, mais ils sont souvent pas reconnus comme tels. Après, ça dépend aussi. Par exemple, je parlais avec une représentante tchadienne qui me disait, bah, en fait, c'est hyper compliqué parce que c'est tellement corrompu, les systèmes juridiques, qu'on n'a même pas envie, en fait, de s'engager là-dedans. Donc, nos actions sont plutôt politiques. Et à la limite, on va utiliser ces conventions plutôt comme instrument politique pour montrer qu'il y a un discours établi et consensuel parmi d'autres États et pour faire pression diplomatique sur le Tchad pour reconnaître le droit du peuple Toubou dont elle faisait partie. Mais ça s'arrête un peu là, quoi. Donc encore une fois, déjà, il y a ces questions-là vraiment pratiques qui vont rentrer en compte. Après, un des gros trucs qui se met en place comme stratégie d'autodéfense face à ces questions de concession minière, parce que normalement, il y a un droit en fait à la consultation des peuples autochtones qui est très important. Et en fait, il y a même un truc qui va au-delà de la consultation, qui est, le terme anglais, c'est Free, Prior and Informed Consent, donc consentement préalable, libre et éclairé, FPIC. Et en fait, c'est très controversé parce que c'est quelque chose qui est opposé justement à ces questions de concession minière comme étant une norme de droit international auquel les États ne peuvent pas forcément déroger. Et donc l'idée, c'est qu'en fait, il faut consulter les peuples autochtones, mais pas simplement pour dire, donc sur le territoire où il va y avoir une concession minière, pas seulement pour dire que bah c'est bon, on les a consultés, et ça c'est les mêmes problèmes que pour les consultations environnementales avec n'importe qui, hein. Donc en droit de l'environnement français, c'est le même problème. Donc pas simplement pour cocher la case de la consultation, mais vraiment pour obtenir un consentement. Et donc ça, c'est débattu, mais ce qui se met de plus en plus en place, c'est ce qu'on appelle les protocoles FPIC. Et donc en fait, c'est beaucoup développé aussi avec des chercheurs-chercheuses. Mais en fait, l'idée, c'est que des communautés autochtones développent elles-mêmes leur propre protocole écrit. Et encore une fois, là, c'est la question que je disais sur l'oralité, l'écrit, machin. Et en fait, finalement, des différences culturelles qui sont pas appréhendées par les entreprises, et complètement ignorées d'ailleurs. Des protocoles écrits, en fait, où ils donnent leurs conditions et la manière dont ils veulent être consultés et dont ils veulent que les entreprises interagissent avec elles et eux et les respectent, en fait. Ça se prouve assez efficace parce que justement, ça donne ensuite des instruments juridiques pour aller devant l'État. Et encore une fois, c'est pas trop corrompu, ça peut potentiellement donner des résultats intéressants. Mais en fait, un des gros problèmes, c'est qu'aussi, il y a tout un débat sur les concessions, en fait, sur les là, j'ai que le mot en anglais, mais en fait, toutes les ressources dans la Terre qui sont techniquement encore à l'État. Et ça, c'est la Convention 169 qui bloque un peu sur ce point-là. Et du coup, pareil, ça dépend un peu des législations internes, mais les États sont très réticents à admettre que ce qu'il y a sous la Terre, ça appartient aussi au peuple autochtone quand on parle d'appartenance et de territoire, de délimitation du territoire. Donc voilà, il y a toute cette question-là qui est très tendue. Mais un truc intéressant, c'est que le concours international de plaidoirie Jessup,
donc un des plus grands concours de plaidoirie internationaux. Cette année, c'était sur ce thème-là. Et les soumissions sont assez intéressantes. Donc même si c'est étudiant, je vous conseille de regarder ça parce que je trouve que ça donne des bonnes idées justement de comment appréhender ce problème juridique-là. Et après, il y a beaucoup d'articles qui sont écrits, enfin, c'est très documenté parce que c'est un problème. Après, il y a la question du soft law, encore une fois, le droit souple, par exemple, dans tout ce qui est, c'est pas forcément minier, mais dans tout ce qui va être crédit carbone, qui est aussi une source d'accaparement de terre. En fait, il y a plein de normes informelles qui se créent entre acteurs privés, donc des espèces de standards de comportement. Et du coup, en fait, ils essayent de mettre des choses là-dessus, et notamment avec l'obtention du consentement préalable éclairé. Après, la portée juridique est différente. Donc voilà, ça c'est encore un autre problème. Il y a vraiment beaucoup de problèmes. Et du coup, après, le devoir de vigilance. Bah, ça, c'est la question du transnational, parce qu'encore une fois, et c'est ce que c'est de tacler le devoir de vigilance. Mais ça, j'avoue, je pense que vous êtes plus expert que moi sur cette question-là. Donc, Emma, je sais pas si tu as un point justement que tu veux un peu Non. éclaircir là-dessus. Non, mais merci pour tous ces éléments. Du coup, voilà, je partageais dans la discussion un peu les ressources sur notre action casino qui se fait notamment sur les bases du devoir de vigilance, mais où il y a aussi une dimension enfin, indemnitaire. Donc voilà, il y a d'autres fondements, mais notamment un des fondements notamment est celui du devoir de vigilance. Donc c'est un bon exemple pour illustrer cette piste d'action, effectivement, de protection des droits autochtones, voilà, sur ce fondement-là par rapport à l'impact d'activités de multinationales. Voilà, donc on va clôturer maintenant cette session. Un grand merci Mathilda, c'était super riche et vraiment une introduction, même, enfin plus que ça, mais voilà, je pense pour continuer à nous intéresser à ces sujets-là, il y a plein de pistes, je pense, pour aller creuser et poursuivre, voilà, la compréhension de ces sujets au pluriel du coup. Donc un grand merci. La session, voilà, sera postée sur notre chaîne YouTube dans les prochains jours, normalement, en tout cas d'ici la fin du mois. Et puis, vous retrouvera pour les sessions d'avril et de mai. Voilà, très bientôt. Un grand merci, Mathilda, d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Et bonne soirée, tout le monde. Merci. Oui, merci beaucoup d'être venu et bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup, Mathilda.